Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'avoir patienté pendant le petit point technique qu'on a eu. Merci pour l'invitation à parler aujourd'hui. Je suis très heureux de parler devant vous de ce sujet. Je vais peut-être me présenter en deux mots pour que vous sachiez qui vous parle. Donc, Laurent Cordonnier, je suis docteur en sciences sociales et je dirige la recherche d'une fondation à Paris qui s'appelle la Fondation Descartes et qui travaille sur les questions d'information et de désinformation, notamment sur les questions de santé, ce qui nous rapproche dans un certain sens des questions qui nous concernent aujourd'hui. Et je suis aussi par ailleurs chercheur associé à un laboratoire de Sorbonne Université CNRS. Et donc, en fait, il y a 2 ans, la Miviludes organisait les premières assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires. Et à cette occasion, j'avais été invité à prendre part à une table ronde qui s'appelait Entre complotisme et dérives sectaires, une histoire d'hybridation, point d'interrogation. Donc c'était une question qui était ouverte. Et cette question prenait place dans un contexte très précis qui était celui, vous l'imaginez bien, de la pandémie Covid. Et pendant cette pandémie, on a pu assister à une forte visibilisation sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur toutes sortes de plateformes de vidéos en ligne, une visibilisation d'un aéropage de figures dont le discours mêle le complotisme, évidemment, mais mêle le complotisme à l'ésotérisme, généralement sous une forme de New Age. Et on retrouve aussi dans le discours de ces personnes, là je vous ai mis quelques exemples à l'écran, mais il y en a évidemment d'autres, mais je pense que vous êtes nombreux à reconnaître certains de ces visages qui nous sont devenus familiers par la force des choses et à notre corps défendant, j'ai envie de dire. On retrouve aussi dans le discours de ces personnes et d'autres une présence très forte des thérapies alternatives, ça a été évoqué à l'instant. Plus chez certains de ces acteurs, les thérapies alternatives sont en fait centrales et point de départ, et chez d'autres, c'est plus, on va dire, un élément plutôt secondaire. Donc la question qu'on peut se poser, pour reprendre la table ronde là où on l'a laissée il y a 2 ans, c'est de savoir quel est le rapport entre le complotisme et les dérives sectaires. Parce que ce qu'il faut rappeler avant de passer aux définitions, c'est que non seulement ces personnes-là et celles qui leur sont associées ont un discours qui mêle complotisme et ésotérisme, mais en plus, la crainte, c'était que certaines d'entre elles aient un statut ou une capacité à devenir des formes de maîtres à penser, voire de gourous, et puissent engager dans leur sillon des personnes qui auraient pu, du coup, s'engager dans un processus de dérive sectaire. Pour certaines d'entre elles, c'était plus clair que pour d'autres, mais en tout cas, la crainte de la Miviludes était évidente. Donc, comme je vous ai dit qu'on allait réfléchir à l'intersection entre le complotisme et les croyances New Age, je vais donner quelques définitions pour qu'on sache de quoi on parle, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc le complotisme, c'est cette tendance à croire en des théories du complot, à savoir des explications alternatives d'événements majeurs qui impliquent des groupes puissants et secrets qui agissent dans l'ombre pour imposer un nouvel ordre mondial, leur nouvel ordre mondial. Ces explications alternatives reposent sur des preuves faibles ou anecdotiques. Elles sont souvent moins plausibles que les explications dites officielles de ces mêmes événements quand ces explications sont disponibles. Elles contredisent également généralement le consensus des autorités épistémiques sur ce sujet. Donc, par exemple, le consensus des historiens, quand il s'agit d'une théorie du complot qui touche un événement historique, consensus des scientifiques ou des journalistes qui ont enquêté sur un sujet donné, par exemple. Et ces explications alternatives présupposent des conspirateurs qui sont très compétents et malveillants. Et ça, c'est assez intéressant à l'imaginer, enfin à le conceptualiser, parce que, en effet, quand on imagine la complexité des complots, des théories du complot qui nous sont proposées, parfois, c'est du billard à 4, 5, 6 bandes, on se dit qu'on a affaire à des gens extrêmement compétents, et on serait assez heureux parfois que nos dirigeants aient ce niveau de compétence. Mais malheureusement, cette compétence est mise au service d'un projet malveillant, donc cet établissement d'un nouvel ordre mondial qui est au service des groupuscules qui agissent dans l'ombre. Et une autre caractéristique, dernière caractéristique que je vais citer ici de ces explications alternatives, c'est qu'elles sont le plus souvent invérifiables et non réfutables.
Non réfutable dans le sens où vous pouvez opposer des contre-arguments, mais le jeu est infini en réalité. On aura toujours, par exemple, je ne sais pas, si on prend une théorie du complot contemporaine, celle que Brigitte Macron serait en réalité un homme et qu'on nous le cacherait pour d'obscures raisons, vous pouvez tout à fait apporter le certificat de naissance de Brigitte Macron, pardon, et le mettre en ligne, le partager largement, mais évidemment, les complotistes vous diront qu'il s'agit là d'infos, que c'est facile aujourd'hui de faire un faux avec l'intelligence artificielle, etc. Donc vous pouvez présenter une photo d'elle jeune, on vous répondra la même chose, et de même sur toutes les théories du complot. En fait, elles sont irréfutables en ce sens qu'il n'existe pas, aux yeux des personnes qui soutiennent ces théories, d'arguments qui seraient en mesure de leur faire renoncer en tant que tel à cette théorie. Ensuite, pour la définition de l'ésotérisme, c'est une adhésion à l'idée qu'il existe des vérités occultes et profondes, accessibles à des initiés uniquement, et qui permettent une compréhension véritable du monde. Et les croyances ésotériques se situent évidemment hors des cadres scientifiques ou religieux traditionnels. Elles valorisent en général l'intuition, l'expérience personnelle et la spiritualité individuelle. Elles visent souvent à guider, soigner ou élever la conscience, et finalement elles s'inscrivent dans une logique non ou anti-rationnelle et anti-institutionnelle le plus souvent. Et le New Age, c'est un mouvement ésotérique qui émerge vraiment autour des années 60-70 et qui se caractérise par un mélange d'éléments issus de traditions religieuses, de traditions spirituelles ou philosophiques variées, une vision holistique de la réalité, dans le sens où le cosmos, la Terre, Gaïa, les êtres humains composeraient un tout vivant, voilà. Une épistémologie qui place l'intuition et la spiritualité au-dessus de la rationalité, et la croyance selon laquelle notre esprit peut modeler le réel, on peut agir sur le réel par la force de notre volonté, sans nécessairement passer par l'intermédiation de notre corps physique. Et ces principes, et c'est là que ça devient intéressant pour notre propos, ces principes s'articulent autour d'un motif eschatologique central au New Age, c'est que l'humanité serait en train de traverser un changement de paradigme vers une conscience spirituelle supérieure, rompant avec le paradigme corrompu du matérialisme occidental. Et donc, vous le voyez bien dans ce que je vous ai indiqué là, émergent des points communs assez évidents entre le complotisme et le New Age, et l'ésotérisme en général. On peut par exemple noter cette recherche d'un sens caché derrière les apparences. Il y a toujours une vérité qui est masquée derrière un écran de fumée, en quelque sorte. Il y a une préférence assez large pour les explications alternatives du fonctionnement du monde, du fonctionnement de notre corps, de notre société. Et on trouve également dans les deux cas une valorisation de l'intuition, de l'expérience personnelle et d'un savoir supérieur. Évidemment, un autre point commun, c'est une méfiance envers les élites et les experts. On reviendra beaucoup sur ce point que Virginie Tournet a beaucoup abordé déjà, mais on reviendra là-dessus parce que c'est vraiment central et je suis d'accord avec elle sur ce point, évidemment. Et finalement, on constate dans les deux cas une remise en question des institutions, qu'il s'agisse de la science, de la médecine, du gouvernement ou des gouvernements, des médias, etc. etc. Alors, ce point commun n'avait pas échappé, on n'a pas attendu le Covid pour se dire qu'il y avait peut-être un lien entre complotisme et on va dire, spiritualité de type New Age. Et c'est ce qui a conduit deux chercheurs, une chercheuse et un chercheur, en 2011 déjà, donc il y a 24 ans, il y a 14 ans, pardon, si je ne me trompe pas, à proposer un terme qui est celui de conspiritualité. Donc voilà, ils ne sont pas allés chercher très loin, c'est simplement l'hybridation textuelle de spiritualité et de complotisme, et de conspiracy en anglais. Et donc, ce que ces auteurs nous proposent dans leur article de 2011, c'est la définition ou la conceptualisation suivante de la conspiritualité. Il s'agirait, et là je cite, mais c'est une traduction évidemment, d'une philosophie politico-spirituelle globale, fondée sur deux convictions centrales. La première qui est typique des théories du complot et la seconde qui est issue du courant New Age. Donc cette première conviction centrale, c'est qu'un groupe secret contrôle ou tente de contrôler l'ordre politique et social dans l'ombre.
Et la deuxième de ses convictions, c'est que l'humanité traverse un changement de paradigme au niveau de la conscience. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui était central dans le New Age. Et donc, continuent les auteurs, les partisans de cette vision estiment que la meilleure stratégie pour faire face à la menace d'un nouvel ordre mondial totalitaire, donc celui visé par les acteurs qui complotent contre la population, consiste à agir en accord avec une vision du monde éveillé propre à ce nouveau paradigme. Et ça, c'est très clairement ce qu'on a retrouvé dans le discours de certains des acteurs dont je vous présentais la photo en introduction. Et donc, évidemment, on peut se dire que ces chercheurs avaient bien vu sur cet aspect. Ils avaient cerné des caractéristiques assez centrales d'un phénomène qui n'avait pas encore d'appellation et qu'ils ont nommé. Depuis le Covid et pendant le Covid, pendant le pic de pandémie Covid et après, le terme de conspiritualité a eu un regain de succès populaire, on va dire, mais aussi un petit regain d'intérêt dans le domaine de la recherche. On a eu des livres grand public, comme celui de gauche, oui, tout en haut à gauche, qui s'appelle Conspirituality, qui a été un livre qui s'est bien vendu et qui en fait reprend des podcasts faits pendant le Covid autour de cette notion de ce rapprochement entre spiritualité New Age et complotiste. On a eu des articles de presse qui reviennent sur ce concept, etc. Alors surtout en anglais, je crois que j'ai rien trouvé en français. Le terme de conspiritualité n'est pas vraiment passé en français, il faut le dire. Et on a aussi eu quelques articles de recherche qui traitaient du sujet, y compris même une issue spéciale d'un journal qui a été dédiée. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on trouve beaucoup on va dire, d'évidence ou de preuves, pour parler en français, de preuves anecdotiques de l'existence de ce phénomène ou de preuves très qualitatives, mais jusqu'à ce jour, à ma connaissance, du moins, on n'a pas vraiment de données quantitatives solides qui nous permettent de voir qu'il y a vraiment une intersection mesurable du côté de la demande, entre guillemets, pas seulement du côté de l'offre, entre la sensibilité aux théories du complot et la sensibilité New Age. Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'apporter et que je vais vous présenter là dans les résultats d'un article que j'ai pas encore publié, qui traîne depuis une année, il faut le dire, dans mes cartons, parce que je n'ai pas le temps de le rédiger. Donc ça vient d'une étude que j'ai réalisée pour la Fondation Descartes, qui s'appelle L'information et santé. Les données viennent de là. Cette étude ne focalisait pas du tout sur cette question. C'était une étude qui s'intéressait ou dans laquelle je proposais d'analyser les croyances et les comportements d'information des Français liés à leur niveau de connaissance en santé, au refus vaccinal et au renoncement médical. Je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil à cette étude, parce que je l'aime bien. Et elle a été conduite, cette étude, je l'ai conduite sur un panel représentatif de la population française majeure, composé de 4000 répondants. Et donc, dans cette étude, j'ai mesuré un certain nombre de paramètres, de propriétés des individus qui m'ont permis d'explorer cette question de la conspiritualité en propre. Ça ne figure pas du tout dans l'étude que je vous présente à l'écran. Évidemment, ce n'était pas l'objet, vous l'avez compris. Donc, dans cette étude, j'avais mesuré la sensibilité au complotisme de mes 4000 répondants au moyen d'une échelle standardisée et validée qui est très utilisée en recherche, qui s'appelle la Conspiracy Mentality Questionnaire, qui a été proposée en 2013 déjà par des psychologues sociaux, si je m'abuse. Et cette échelle, ce questionnaire est très simple. En fait, c'est 5 petites affirmations et on demande aux répondants de se situer par rapport à chacune de ces affirmations en disant pour chacune d'elles à quel point ils trouvent qu'elle est totalement fausse ou totalement vraie sur une échelle en 7 ou 11 points, ça dépend. Moi, j'ai utilisé une échelle en 7 points. Et l'idée, c'est pas de dire que si quelqu'un est tout à fait d'accord avec l'une de ces affirmations, ça en fait un effroyable complotiste. Évidemment, c'est pas le cas. Il y a d'ailleurs certaines de ces affirmations avec lesquelles vous êtes peut-être plutôt très d'accord. Mais ce qu'on a constaté, et ce qu'ont constaté les auteurs qui ont constitué les chercheurs qui ont constitué ce questionnaire, c'est que plus les personnes ont une moyenne élevée aux 5 réponses, aux 5 propositions qu'ils ont à évaluer, plus ils ont tendance à croire à des théories du complot particulières, très précises. Et pourquoi on teste plutôt quelque chose qui ressemble plus à un proxy, comme ici, aux théories du complot, que les théories du complot elles-mêmes? C'est pour une raison, en réalité, assez simple. Si vous voulez tester des théories du complot auprès d'une population, il faut que vous trouviez des théories du complot qui soient, si possible, connues par cette population. Et ça vous interdit, en quelque sorte, ou ça vous rend plus difficile la comparaison dans le temps.
Parce que la popularité des théories du complot ou leur, on va dire, leur intérêt peut varier dans le temps. Certaines théories du complot sont très à la mode à une période, le sont beaucoup moins plus tard, etc. Mais surtout, ça empêche les comparaisons internationales. Parce que, évidemment, certaines théories du complot n'existent que dans certaines aires culturelles ou linguistiques et visent des acteurs qui font sens pour une population et peut-être moins pour une autre. Donc l'avantage de l'échelle que j'ai utilisée ici, c'est simplement d'avoir un moyen de mesurer ça qui est beaucoup moins sensible à ces variations historiques et potentiellement culturelles. Et donc c'est des affirmations du type, là je vous en cite 2, 3, il existe des organisations secrètes qui influencent considérablement les décisions politiques, des événements qui en apparence ne semblent pas avoir de lien sont souvent le résultat d'activités secrètes, etc., etc. Vous vous situez là-dessus, on en fait la moyenne et on vous met sur un continuum moyen qui va de 1 à 7. Et les personnes qui se trouvent le plus proches de 7 sont celles qui, et ça a été démontré à de multiples reprises, ont plus tendance effectivement à croire à des théories du complot particulières, singulières. Donc voilà à quoi ressemble la distribution que j'obtiens sur mon panel de 4000 répondants. Donc vous le voyez, c'est une distribution qui tire un peu à droite, ce qui est inquiétant, pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons en réalité d'évolution peut-être du sentiment complotisme dans la population. En 2013, quand cette échelle quand ce questionnaire a été élaboré, alors ça n'a pas été en France, mais quand il a été élaboré, ça faisait une jolie courbe de Gauss centrée sur la moyenne théorique. Et là, on voit que cet outil est peut-être devenu trop sensible à l'heure actuelle et que la population, en moyenne, score de façon trop élevée. Il faudrait peut-être qu'on mette des affirmations plus, on va dire, dures dans ce questionnaire pour recentrer un peu la distribution des réponses. J'ai procédé de même dans cette étude pour mesurer la sensibilité des répondants au New Age. Cette fois avec une échelle qui s'appelle le New Age Orientation Scale, qui est beaucoup plus ancienne, qui date de 2001, parce qu'il faut dire que l'intérêt pour le New Age avait pas mal diminué dans la communauté scientifique. Il y avait beaucoup moins de gens qui s'intéressaient moins à la question, parce que ça semblait vraiment être une question des années 70. Et aujourd'hui, on est sorti, évidemment, comme vous le savez, de toutes ces choses-là, et on est dans un âge de pleine rationalité. Et donc, cette scale, cette échelle de New Age, de sensibilité au New Age, elle comporte beaucoup plus d'items que ceux que j'ai réellement testés, donc j'en ai pris une sous-sélection, je ne vous explique pas comment, mais c'était simplement pour ne pas avoir trop de questions à poser à mes répondants. Là, je vous ai mis, donc j'ai gardé 7 items que j'ai testés. De la même manière, les participants se situent par rapport à chacun de ces items, sur une échelle cette fois en 4 points. Et c'est des items du type « l'univers est un tout unique et vivant avec lequel il est possible de communiquer ». Pour accéder à sa propre compréhension spirituelle, chaque individu doit combiner des vérités cachées dans différentes traditions anciennes. Tout ce qui se passe dans la vie d'un individu a une signification sous-jacente qu'il est important d'essayer de comprendre. Et je vous passe les autres, mais certains objets ou lieux ont une signification spirituelle particulière, par exemple parce qu'ils sont entourés d'un certain type d'énergie. Donc vous avez un peu reconnu là-dedans, en effet, les caractéristiques que je vous ai données du New Age. Et c'est bien normal puisque c'est censé tester le New Age. Et donc là, on a une répartition un peu plus normale. Alors c'est pas non plus une belle Gauss parce qu'on a un gros pic de gens qui sont au centre, en moyenne, qui sont plutôt sans avis sur ces questions, qui ne sont ni opposés à ces affirmations, ni d'accord avec ces affirmations. Et voilà, oula, ah oui, ça va mieux. Bon, le bas de l'image est coupé malheureusement, mais c'est pas très grave. Je vais vous décrire ce qu'il y a en dessous que vous ne pouvez pas voir. Donc, l'axe horizontal de ce graphique, c'est la sensibilité au New Age. L'axe vertical, c'est la sensibilité au complotisme. Et chaque petit point qui figure est l'un de mes 4000 répondants. Plus les points sont foncés, plus il y a de répondants en un même point. Et vous avez une espèce de représentation topographique, en fait, pour vous montrer où se situe le plus de répondants. Alors, je ne sais pas maintenant si avec Google Maps, on est toujours habitué à ces représentations topographiques, mais pour ceux qui utilisent les cartes Michelin, vous devez voir ce que ça représente. Et la ligne rouge, en fait, représente la corrélation que l'on observe. Donc, on observe une corrélation qui est plutôt forte pour les sciences sociales. Évidemment, ça fait sourire un physicien, mais on a une corrélation de 0,37 pour les gens qui s'intéressent à cette question. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous êtes sensible au New Age, plus vous vous déplacez sur l'axe vertical à droite, plus vous avez tendance à vous trouver haut sur la sensibilité au complotisme et inversement. Donc voilà, nos auteurs qui avaient proposé en 2011 ce concept de conspiritualité avaient bien vu quelque chose. Il existe bien un lien statistique entre ces deux univers de croyances.
Et j'ai tiré du coup, ça m'a permis d'en dériver, si vous voulez, de ces données, un indice, cette fois de sensibilité à la conspiritualité. Donc de façon très simple, j'ai moyenné pour chaque répondant sa sensibilité au complotisme et sa sensibilité au New Age. Il y a quelques transformations mathématiques pour que ces deux échelles soient comparables, etc. Mais je vous épargne les détails. Et c'est dans la suite de ma présentation, c'est ce que je vais utiliser comme indice de conspiritualité, c'est ce composite que je vous ai présenté à l'instant et qui a cette distribution-là. Alors, est-ce qu'on arrive à voir un peu qui sont les gens qui sont le plus sensibles à la conspiritualité en tant que telle? On sait pas mal de choses sur qui est plus sensible au complotisme, au New Age aussi. Conspiritualité, c'est un peu nouveau, alors pas nouveau puisque c'est 2011, mais personne n'a vraiment jamais mesuré de façon un peu systématique. Alors, ce qu'on voit, et ça va être décevant, comme souvent dans ce genre de situation, il n'y a pas de portrait robot, évidemment, mais je pense que vous vous en doutiez un peu. On constate sans grande surprise sur la question que les femmes ont tendance à être un peu plus sensibles à la conspiritualité que les hommes. À nouveau, on n'est pas dans c'est vraiment pas des corrélations de 1, c'est des liens relativement faibles. On constate que plus les gens ont des diplômes, un niveau de diplôme élevé, moins ils ont tendance à être conspiritualistes. De même pour le niveau de revenu du foyer. Par contre, pour les caractéristiques qui relèvent des catégories socio-professionnelles ou des types d'activités, on ne voit vraiment pas grand-chose qui se passe. Alors, il y a des corrélations significatives qui sortent, statistiquement significatives, qui sortent dans les tableaux que vous voyez, mais en réalité, c'est simplement parce que j'ai suffisamment de répondants, et quand on a suffisamment de répondants, on arrive à trouver des corrélations significatives entre à peu près tout. Là, ce qu'il faut regarder, c'est la taille des effets, et la taille des effets est toujours faible. Par contre, on trouve quelque chose du côté du profil politique. Alors, ça reste pas délirant comme lien, mais on constate en effet qu'à l'extrême droite, les répondants proches de partis d'extrême droite ont tendance à être plus sensibles à la conspiritualité. Ce qui n'est pas une surprise, puisqu'il y a dans ce composite le complotisme, et on sait que le complotisme, et toutes les études internationales le montrent depuis pas mal de temps déjà, une surreprésentation de sensibilité au complotisme à l'extrême droite, également à l'extrême gauche. Mais à l'extrême gauche, cette surreprésentation est plus faible qu'elle ne l'est à l'extrême droite, et ça vous fait une espèce de distribution en U avec une des branches du U qui est à l'extrême gauche, qui est plus basse que celle qui est à l'extrême droite. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça, mais voilà, visualisez un peu. Alors, je me suis plutôt intéressé à présent, au-delà des facteurs sociodémographiques et politiques, aux représentations et croyances sociales qui peuvent être associées en fait à la conspiritualité, ce qui m'intéresse plus en l'occurrence. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser à la proximité avec les pratiques de soins non conventionnelles. C'est comme ça que le ministère de la Santé appelle ce phénomène, ce qu'on appelle en général dans la population médecine douce, thérapie alternative ou médecine naturelle. Alors les médecins détestent qu'on appelle ça médecine, mais il n'y a pas de médecin dans la salle, donc tout va très bien. Et en fait, qu'est-ce que sont ces pratiques de soins non conventionnelles? Et je vous donne là la définition du ministère de la Santé. C'est l'ensemble des pratiques qui prétendent apporter du soin et qui n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques ou cliniques montrant leurs modalités d'action, leurs effets ou leur efficacité, et qui n'ont pas non plus fait objet d'études scientifiques ou cliniques montrant qu'elles ne sont pas dangereuses. Nous précise le ministère de la Santé, lorsqu'elles sont utilisées pour traiter des maladies graves ou en urgence à la place des traitements conventionnels reconnus, elles font perdre des chances d'amélioration ou de guérison aux personnes malades. Ça, c'est bien connu pour les gens qui travaillent sur les thérapies alternatives. C'est souvent lié à des pertes de chance ou à des retards diagnostiques. Et donc le ministère liste une très longue liste de ces pratiques de soins non conventionnels. J'en ai juste mis quelques-unes pour que vous puissiez bien visualiser. Donc on a l'ostéopathie, la chiropractie, l'acupuncture, la naturopathie, la lithothérapie, l'homéopathie. Et je vous passe des choses très exotiques qui sont parfois un peu surprenantes. Et donc là, je vous ai refait le même petit exercice topographique, donc une corrélation cette fois entre l'axe horizontal que vous ne voyez pas, qui est la sensibilité aux thérapies alternatives, et la conspiritualité sur l'axe vertical. Et de la même manière qu'avant, vous voyez que plus les personnes sont sensibles aux thérapies alternatives, plus elles ont tendance à être haut dans leur sensibilité à la conspiritualité, avec une régression, un R de 0,44 puisque vous ne le voyez pas. Donc c'est encore une fois, une corrélation qui est vraiment, pour le coup, elle, assez significative, enfin statistiquement très significative, mais une taille d'effet qui est assez élevée. Et là, par contre, je ne sais pas si vous allez voir, ça va être un exercice pour votre vue.
Ce que j'ai fait là, alors je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire mathématiquement, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris conceptuellement l'ensemble des croyances, des représentations que j'ai testées dans mon étude. Je les ai toutes écrasées avec ce qu'on appelle une analyse de composantes principales, qui dit bien ce qu'elle dit. Je les ai toutes écrasées pour que l'analyse mathématique me donne deux axes principaux autour desquels s'organisent le mieux toutes ces représentations. Et donc, c'est ce que m'a fait l'analyse. Et là, je vous présente le graphe des variables, bref. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il se dégage deux axes dans mon étude. Un axe qui est confiance moins, confiance plus. Alors, c'est moi qui le labellise, ça, c'est pas les maths qui disent à quoi ça correspond, mais je considère que ça correspond à ça. Et un axe vertical qui va d'une croyance négative ou faible à une croyance positive. Et donc, puisque vous n'arrivez peut-être pas à lire pour vous permettre de comprendre, sur l'axe vertical, on retrouve tout en haut, vraiment le long de l'axe, le point le plus haut, c'est la religiosité. Donc j'ai testé chez mes répondants la place que prennent dans leur vie la religion, et c'est ce qu'on appelle la religiosité. Donc sur cet axe, il y a la religiosité. Juste en dessous, il y a le fait d'être croyant. Et à l'opposé, tout en bas, il y a le fait d'être athée. Donc on comprend bien que c'est bien un axe lié à la croyance. Et de gauche à droite, on a cet axe de la confiance, parce que plus on est à droite sur cet axe, plus on a confiance, et là je vais vous lire un peu le petit nuage de mots que vous n'arrivez pas à croire, vous n'arrivez pas à lire, plus les répondants ont confiance dans la communauté scientifique, dans la communauté médicale, dans la justice, le gouvernement, plus ils ont confiance en la science, plus ils ont une bonne image de la médecine, plus ils pensent également que la science apporte plus de bien que de mal à l'humanité. Et à l'inverse, du côté confiance moins, on retrouve des gens qui pensent, qui sont défavorables au vaccin, qui ont une perception de corruption du secteur public en France qui est élevée, et qui pensent que la science apporte plus de mal que de bien à l'humanité. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai mes données, enfin mes variables, les variables ou les propriétés de mes répondants qui ont été organisées en deux axes. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir où allait se situer la conspiritualité dans tout ça. Et c'est ce que j'ai encadré en haut à gauche du graphique, conspiritualité qui se retrouve là, à côté de sensibilité aux croyances paranormales, pas ésotériques, mais paranormales, et puis juste à côté de la sensibilité aux thérapies alternatives également. Et donc, ce que je trouve intéressant dans cette répartition, c'est ça nous permet de comprendre une chose, c'est que la conspiritualité, c'est à l'intersection d'une disposition à croire et d'une défiance sociale. Si vous regardez la croyance, si vous regardez le fait d'être croyant, par exemple, ou la religiosité, vous voyez que, comme je vous l'indiquais, c'est vraiment sur l'axe de la croyance, mais c'est ni à gauche ni à droite sur l'axe de la confiance. C'est orthogonal, il n'y a pas de lien direct. Donc, des gens qui croient dans une religion institutionnalisée peuvent être autant défiants que non défiants, etc. Ce n'est pas une caractéristique du fait d'être religieux, d'avoir confiance ou d'être défiant à l'égard des institutions, etc., etc. Et donc, en revanche, on voit bien que la conspiritualité penche à gauche, elle est non seulement haut sur le niveau de la croyance, ce qui n'est pas une surprise, mais en plus, elle est du côté de la défiance, si vous voulez. Donc, lorsque défiance sociale et croyance et disposition à croire s'articulent, ça nous rapproche de ce phénomène de conspiritualité. Et là, dans le graphe suivant, qui est le même qu'avant, mais j'ai simplement projeté en bleu dessus sans que ça soit intégré dans le calcul, où se trouve la sensibilité au New Age et où se trouve la sensibilité au complotisme, donc les deux composantes de ce construit que j'ai fabriqué. On voit bien, sans surprise, que la sensibilité au New Age s'est élevée sur l'échelle de la croyance et ça commence à tirer à gauche vers la défiance. Et la sensibilité au complotisme, c'est pas très élevé sur l'échelle de la croyance. Par contre, ça commence à pas mal tirer à gauche sur l'échelle de la défiance. Donc la conspiritualité, voilà, c'est cette intersection, c'est cette rencontre entre une disposition à croire et une disposition où le fait de ne pas avoir confiance, notamment dans les institutions. Et ça rejoint en cela tout à fait ce que Virginie Tournette nous expliquait tout à l'heure. Et donc, pour conclure ma présentation, ou pas tout à fait, la question que j'aimerais me poser et qui répond à cette table ronde d'il y a 2 ans, c'est est-ce qu'on peut dire que le complotisme est une dérive sectaire ? Alors moi, je pense que non, puisque je l'ai écrit. Le complotisme, en réalité, ce que le complotisme semble être, c'est qu'il semble être une caractéristique de la pensée de type New Age ou des dérives sectaires. Pour le dire autrement, il est difficile d'imaginer des pensées de type New Age qui ne soient pas
complotistes, de même pour les croyances ou les dérives sectaires. Pourquoi ? Parce que quand vous pensez, et c'est la croyance New Age, quand vous pensez que la vérité est masquée derrière un écran de fumée, qu'il s'agit d'aller au-delà des apparences, etc., vous avez aussi très mécaniquement, pour le coup, tendance à penser que quelqu'un entretient ce rideau de fumée, parce que normalement la connaissance devrait circuler, etc., on devrait tous être au courant, mais c'est bien qu'il y a un acteur malveillant qui est en train d'essayer de vous faire croire que la vérité est celle qu'elle n'est pas. C'est le mythe de la caverne de Platon, mais avec quelqu'un qui réellement entretient le feu pour projeter les ombres contre la paroi. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Donc, je le redis, le complotisme semble être une caractéristique de la pensée de type New Age et des dérives sectaires. Pour les dérives sectaires, vous le savez mieux que moi, on l'a vu d'ailleurs dans les petits films présentés, il y a toujours cette notion que la secte est victime d'une volonté de nuire, qu'elle est la seule à détenir la vérité sur le fonctionnement du monde par rapport au reste du monde et qu'elle est victime de complots qui la visent pour la faire disparaître, seule contre tous. Donc voilà. Et ma deuxième phrase, l'inverse n'est pas nécessairement vrai. On peut très bien avoir une sensibilité complotiste sans présenter de sensibilité ésotérique particulière. Donc c'est ça qui me fait dire que le complotisme en lui-même n'est pas une dérive sectaire, n'est pas un phénomène qui se rapproche directement d'un phénomène sectaire. On ne peut pas établir une égalité entre les deux concepts, quand bien même on a vu, et je l'ai montré, qu'il existe un lien entre les deux. Pour illustrer ça, je vous ai repris la carte topographique de tout à l'heure entre axe horizontal, sensibilité au New Age, axe vertical, complotisme. Et ce que vous observez, c'est que si vous prenez le rectangle vert en haut à gauche, qui est un peu coupé, mais vous le devinez, ce que vous voyez, c'est qu'on a en effet des gens qui sont bas sur l'échelle de sensibilité au New Age, donc qui sont à gauche du graphique, et qui sont très élevés sur l'échelle de sensibilité au complotisme. Il y a plein de petits points là qui représentent chaque fois des personnes, et ces points ont tendance à être, pour certains d'entre eux, assez sombres, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont superposées dans cet espace-là. En revanche, si vous regardez, et j'ai pris graphiquement la même largeur, si vous regardez ce qui se passe en bas à droite du graphique, vous constatez que c'est quasiment vide. Là, c'est très dépeuplé, c'est la diagonale du vide de la croyance. Vous avez une sensibilité au New Age, donc ça reflète, dans ce rectangle orange, c'est les gens qui ont une sensibilité au New Age élevée, mais qui ont une sensibilité au complotisme inférieure à la moyenne. Il y a 4 personnes qui se courent après, en gros. Donc ça rejoint ce que je vous disais, c'est qu'il est difficile concrètement d'imaginer, enfin en tout cas d'observer des gens qui sont très versés dans le New Age ou qui sont très sensibles à la croyance New Age et qui ne sont pas complotistes. Ils sont tous au-dessus, à des niveaux plus élevés de complotisme. Alors, pour conclure, j'aimerais insister sur ce point-là, c'est que la défiance sociale et l'anomie, donc ce sentiment que tout part en sucette, qu'il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de normes, que les institutions ne fonctionnent plus, etc., etc. La défiance sociale et ce sentiment d'anomie peuvent en fait suffire à nourrir le complotisme. Il n'y a pas besoin d'y rajouter nécessairement de la pensée magique, de l'ésotérisme, du New Age. Ça peut exister seul. Je répète, on l'a vu, ça a tendance à aller main dans la main, mais ça peut exister seul. Et on a vu qu'il y avait des gens qui se trouvaient dans cet espace où il n'y a pas de New Age. Et ça, c'est ce qu'on a montré, enfin pour illustrer ce point plutôt, c'est pas ce qu'on a montré, mais pour illustrer ce point que la défiance sociale et l'anomie peuvent suffire à nourrir le complotisme, je vais pas les présenter, mais juste vous parler de 2 études qu'on a conduites avec Gérald Bronner et un autre collègue, Florian Cafiro, l'une en 2021 et l'autre l'an dernier, enfin publiées en 2021 et l'an dernier, où on s'est intéressé en fait aux facteurs internationaux. Ça n'avait pas été beaucoup fait jusqu'à présent, qui explique la variance de sensibilité au complotisme. En gros, comment ça se fait que dans certains pays, il y a plus de gens qui croient à des théories du complot que dans d'autres pays. Et une de nos hypothèses, évidemment, c'était que la défiance dans les institutions pouvait jouer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mesure absolument internationale de défiance à l'égard des institutions qui soit très claire. Donc on a pris un proxy qui marche assez bien, en l'occurrence, qui est celui de la corruption du secteur public. Donc les agents de police qui reçoivent un billet, les agents hospitaliers qui reçoivent un billet pour admettre un patient, etc., etc., etc. Il se trouve qu'en France, la corruption du secteur public au niveau international est faible, et donc par rapport à d'autres pays, il se trouve que le niveau de croyance de la population aux théories du complot est faible.
beaucoup plus faible que dans d'autres pays qui composaient notre étude. Et là, ce que vous voyez, cette fois, chaque point est un pays. Et sur le graphique de gauche, c'est les données de 2018 qu'on a publiées en 2021. Et le graphique de droite, c'est les données de 2020 et 2021. Vous voyez le niveau de sensibilité des populations nationales aux théories du complot, c'est l'axe vertical. Et sur l'axe horizontal de chacun de ces graphiques, vous avez le niveau de corruption du secteur public. Et on observe pour le coup une corrélation qui est quasiment linéaire entre ces deux facteurs. Plus le secteur public d'un pays est corrompu, plus la population de ce pays a tendance, et très fortement, à être sensible aux théories du complot. Et donc ça illustre le point que j'essaie de vous donner avant, c'est que la défiance, le sentiment d'anomie, peut suffire à nourrir le complotisme et semble même être un de ces facteurs absolument centraux. Évidemment que là, c'est juste des corrélations, mais que dans les articles, on a fait des analyses un peu plus poussées qui montrent que c'est toujours vrai quand on tient compte de beaucoup d'autres facteurs de ces pays, parce que les pays qu'on a comparés sont très différents sur toutes sortes de caractéristiques, et pas seulement le niveau de corruption du secteur public, mais il se trouve que le niveau de corruption du secteur public est le facteur le plus étroitement lié au niveau de corruption, de complotisme des pays étudiés. Et un dernier point que j'aimerais souligner, c'est que les croyances aux théories du complot relève plus souvent de ce qu'avec Gérald Bronner, on a appelé dans un article des proto-croyances que de croyances factuelles. Ça, c'est aussi un point que j'aimerais souligner. On est parfois surpris quand on lit le pourcentage des gens qui répondent à être d'accord avec, je ne sais pas, le complot. Je vous disais celui d'avant. Alors, ça n'a pas été testé, donc je ne vais pas vous donner celui-là, en tout cas à ma connaissance. Mais des complots, on n'est jamais allé sur la Lune, par exemple. C'est les Américains qui ont tourné ça en studio pour nous faire croire que, blablabla, etc., etc. Parfois, on se dit, mais comment il peut y avoir autant de gens qui croient à ces théories du complot? Et plus étrange encore, ce qu'on sait depuis pas mal d'années dans la recherche sur le sujet, c'est que les personnes peuvent tout à fait entretenir des théories du complot qui sont mutuellement contradictoires. Un des exemples historiques, c'était autour de Lady Diana. Vous savez, il y avait eu beaucoup de théories du complot autour de sa mort. Et l'une de ces théories du complot disait qu'en fait, elle n'était pas morte. Elle était cachée sur une île quelque part et qu'on a fait croire à tout le monde qu'il y avait eu un accident. Et l'autre théorie du complot consistait à dire qu'elle n'était pas morte dans un accident comme le voulait la version officielle, entre guillemets, mais qu'elle avait été assassinée. Okay. Donc deux théories du complot soutenues par des arguments faibles. Vous retrouvez la liste de la définition du complotisme que je vous ai donnée avant. Eh bien, il se trouve que plus les individus ont tendance à croire à l'une de ces théories du complot, plus ils ont tendance à croire à l'autre théorie du complot également. Ça paraît quand même un peu bizarre, parce que soit on pense qu'elle est morte, assassinée, soit on pense qu'elle est vivante sur une île déserte. Difficile à penser les deux en même temps. Alors, soit on prend l'option de se dire ces gens sont absolument stupides et croient des choses mutuellement contradictoires sans même s'en rendre compte, ce qui est une explication non seulement peu charitable, mais peu crédible, très réellement. De la même manière, les études ont montré plus récemment que les gens qui pensaient le plus que le vaccin du Covid n'existait pas et qu'on nous faisait croire à son existence pour pouvoir asservir les populations, c'était les personnes qui croyaient le plus au fait que le vaccin du Covid avait été créé en laboratoire pour tuer la moitié la plus pauvre de l'humanité, etc., etc. À nouveau, soit il existe, soit il n'existe pas. Les deux en même temps, ça paraît... On n'est pas en physique quantique, et donc ça paraît difficile d'admettre les deux en même temps. Donc, en fait, avec Gérald, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est probablement... Ça traduisait évidemment pas la stupidité de ces gens-là, parce que c'est pas crédible comme explication. Ça traduit plutôt... plus probablement le fait que quand les gens répondent à ce genre de questions, ils affichent des proto-croyances, c'est-à-dire des croyances qu'ils ne sont pas encore tout à fait. Et dans l'abstract de notre article, c'est comme ça qu'on dit, on le définit, ces proto-croyances, c'est-à-dire des dispositions à croire selon un cadre général du type « on nous ment », qui n'est pas encore figé en une narration précise offrant des inférences spécifiques. Donc, les personnes qui pensent que le virus du Covid a été créé en laboratoire pour tuer volontairement une partie de la population, quand elles répondent « oui, je crois que c'est vrai » à un sondage, par exemple, ce qu'elles répondent en réalité plus probablement, c'est « ça ne me surprendrait pas que ce soit vrai ». Ce qui me surprendrait, c'est que ce virus soit se soit échappé naturellement dans le labo, soit qu'il soit échappé accidentellement dans le labo, soit qu'il vienne d'un pangolin ou d'une chauve-souris ou que sais-je. Ça me surprendrait. Ce qui ne me surprendrait pas, c'est qu'il y ait des gens qui aient manipulé les choses pour que ça se passe. De la même manière pour Lady Diana, c'est la thèse officielle qui les surprendrait. Donc quand les gens répondent ça, ce n'est pas une autocontradiction. Ils sont juste en train de nous dire ça me surprendrait que ce soit vrai. Donc ils sont disposés à croire aux différentes théories alternatives qu'on va leur proposer. Ce n'est pas qu'ils sont contradictoires.
Et donc ça nous éloigne encore une fois un peu de l'hypothèse de la dérive ou du lien nécessaire qui existerait entre complotisme et dérive sectaire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à partir de proto-croyances qu'on adhère à une secte. Probablement que les croyances doivent être un peu plus solides qu'une simple disposition à prendre pour vraie une affirmation. Et donc, voilà, et peut-être que ça vous rassure un peu, parce qu'il y avait espoir dans le titre du colloque, donc je ne sais pas si je vous en ai amené, mais là, il y a un peu d'espoir. Ça veut dire que quand vous lisez ces sondages, dites-vous, et surtout quand c'est chez des enfants, quand il y a une étude qui montre que les 11-13 ans pensent ceci ou cela, rappelez-vous ce que vous pensiez à 11-13 ans. Vous serez surpris, et, si vous vous en rappelez. Et deux, imaginez aussi qu'il y a une part de ludique. Hein. L'enfant qui dit à 11 ans que la Terre est plate, il le dit aussi pour rigoler, très probablement. Bon. Et donc, la touche d'espoir, c'est que peut-être ne prenez pas trop ça au pied de la lettre, et merci pour votre attention. Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation, parce que ça fait du bien de voir ces choses qui sont si irrationnelles, finalement, illustrées par de la science, des mathématiques, et de voir que vous avez trouvé des axes et des mesures pour mesurer ça. C'est archi instructif et rassurant, je dirais. J'ai une question. Il y a un premier raccourci que vous faites, il me semble, ou en tout cas, qui est que l'ésotérisme, vous l'associez aux dérives sectaires. Donc, je comprends que vous avez mesuré ce qui est lié au New Age, l'ésotérisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres caractéristiques de la dérive sectaire qu'il faudrait analyser pour compléter ce panel-là ? Parce que dans le complotisme, il y a peut-être, je ne sais pas, la notion d'emprise ou des choses qui se rajoutent à cette notion de New Age et de spiritualité et qui fait que du coup, c'est peut-être pas complet. Merci pour votre question. Oui, vous avez tout à fait raison. Dans cette conférence, il y avait beaucoup de raccourcis, ça c'en est un. En réalité, évidemment qu'un aspect absolument central au phénomène de dérive sectaire, en plus de croyances un peu particulières, c'est la présence de l'emprise mentale. Et ça, malheureusement, je n'ai pas pu le mesurer auprès des répondants à mon étude. Je n'ai pas pu leur demander est-ce que vous êtes sous l'emprise mentale de quelqu'un, parce que c'est une question déjà un peu étrange. Donc, si vous voulez, c'est plus chaque fois des proxys, c'est-à-dire des approximations d'un phénomène que le phénomène lui-même qu'on est obligé de mesurer. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait malheureusement souvent en sciences sociales parce qu'on n'a pas accès à l'essence du phénomène. Donc, on prend des proxys et on regarde si ça va ensemble. Mais vous avez complètement raison, il y a beaucoup d'autres aspects qui ne sont pas forcément liés. Il n'en demeure pas moins que cette corrélation forte qu'on voit entre la sensibilité au complotisme et au New Age, ça éclaire un peu de manière... Enfin, ça amène une compréhension au fait qu'on retrouve dans la vraie vie des acteurs, ceux que je vous présentais au début, qui, pendant le Covid, avant déjà et encore aujourd'hui, se trouvaient vraiment à l'intersection des deux. Sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Et certains de ces individus, on sait qu'ils sont en train de monter ou qu'ils ont essayé de monter des petites communautés à un moment donné. Donc voilà, c'est pour essayer d'éclairer ce phénomène-là et voir s'il existe bien du côté aussi de la population, si vous voulez, et des gens, ou simplement du côté de l'offre, où tout à coup quelqu'un se dit « Ah, ce serait marrant que je cible les gens qui soient à la fois complotistes et qui ont une tendance à croire à des trucs un peu étranges. » Voilà, là je montre que ça existe aussi du côté de la demande. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai peut-être 3 questions, ça va peut-être faire beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir sur le graphique avec les croyances et la confiance ? Celui-là ? Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer le quart vide ? Il pourrait être plein. C'est simplement qu'il suffirait que j'inverse mes mesures, c'est-à-dire qu'à la place de mesurer la confiance, je mesurerais la défiance. Voilà, simplement. Et c'est vrai que ça me permet de souligner un point très important. C'est pas parce qu'il y a plus de vecteurs donc, dans un côté qu'il y a plus de gens. En réalité, c'est l'inverse. J'aurais peut-être dû vous présenter où se trouvaient mes 4000 répondants là-dedans. Et ça aurait été porteur d'espoir. Les petits points se situent davantage en bas à droite, du côté de la confiance et de la croyance moins. Enfin, vous voyez ça comme rassurant ou non selon vos croyances. Et il y a moins de monde en haut à gauche. Il y a plus de vecteurs, mais vous avez raison de le souligner, merci. D'accord. C'est parce que les personnes ne sont pas représentées. C'est pas des personnes, c'est les... Voilà.
les mesures de... Et je vous dis, si à la place de, par exemple, de mettre confiance dans l'armée, qui est en haut à droite, j'avais simplement mis défiance dans l'armée, ben, il y aurait une flèche vers le bas à gauche. Sur les graphiques suivants, j'ai une autre question sur les courbes après, les graphiques d'après, encore plus bas, vous voulez dire, ok. Celui-là ou plus bas encore? Encore. Cela, oui. Là, oui. Est-ce que vous arrivez à expliquer, entre 2018 et les années suivantes, cette espèce de resserrement autour de la ligne moyenne? Non, enfin oui, si vous voulez. C'est simplement que les données sur lesquelles on s'est basé n'étaient pas collectées exactement de la même manière, donc c'est pas directement comparable. Vous voyez aussi que sur le niveau de Conspiracy Index, il est nettement plus faible en 2018. Ça ne veut pas forcément dire que les gens étaient nettement moins complotistes en 2018. On y a un peu cru avec Gérald. On s'est posé la question, on s'est dit mais est-ce qu'on arriverait à mesurer si vraiment il y a eu un effet du Covid au niveau mondial sur le niveau de... Malheureusement, les données qu'on a volées, parce que vous pensez bien que c'est pas nous avec nos moyens qui arrivons à interroger 40 pays pour voilà, donc on a volé ces données à YouGov en l'occurrence, qui avait commis l'imprudence de les partager sur Internet, et il se trouve que ils ont changé leurs mesures, ce qui est un crime en réalité, ça ne se fait jamais. Oui. On garde les mêmes mesures même si elles ne sont pas idéales. Et la dernière question, qui est un peu plus théorique sur les proto-croyances, quand vous dites à la fin que finalement la dérive sectaire repose peu sur une proto-croyance, est-ce que vous ne pensez pas que l'entrée dans la dérive sectaire peut reposer sur une proto-croyance, notamment sur les gourous que vous avez présentés au début, type aller mieux avec le naturel Oui, c'est tout à fait... En fait, il faut voir ça, à mon avis, là-dessus c'est vrai que je suis moins spécialiste que sur les questions de complotisme, mais comme Gérald Bronner conceptualise la radicalisation des croyances, tu me trompes, hein, tu me détrompes si je le dis faux, mais les premières marches sont très faibles, et les marches deviennent de plus en plus grandes. Et l'exemple que tu donnes, Gérald, dans un livre, c'est celui, je crois, de l'éléphant qui lévite, qui est le stade ultime de la croyance dans une des sectes. Le gourou arrive à faire léviter un éléphant. Évidemment que si vous essayez d'appâter les gens directement avec cette croyance-là, en allant dans la rue, en disant bah, « moi je connais un mec qui fait léviter des éléphants », vous n'aurez peut-être pas beaucoup de succès. Et donc c'est pour ça que peut-être que les premières marches de l'entrée dans la dérive sectaire progressive relèvent très certainement de la proto-croyance. Et c'est pour ça que peut-être qu'un point que j'aurais pu souligner aussi, c'est que si je dis que le complotisme n'est pas une dérive sectaire, je ne sais plus où je le dis, mais je le dis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas potentiellement un facteur d'entrée dans la dérive sectaire. Peut-être que les gens qui ont commencé à suivre les personnes que je vous ai présentées au début, l'ont fait non pas pour leur aspect New Age, mais peut-être pour leur aspect critique de la situation sanitaire, du gouvernement qui nous cache des trucs, etc. Et, donc, et qui par la suite ont commencé à s'intéresser aux chakras, aux désordres énergétiques qui causeraient des troubles, etc., dans l'univers et tout ça. Donc ça peut tout à fait, pour le coup, être une porte d'entrée. Ça, c'est une hypothèse qui me paraît très, très plausible. Merci. Merci Laurent. Beaucoup. C'était excellent et personnellement, j'y trouve une justification parce que, d'abord, il mérite un certain nombre d'applaudissements.